c'est une histoire de dispersion et de rassemblement. Ça, je trouve ça très beau. Et puis aussi, la manière dont ceux qui arrivent sur scène, c'est pas seulement des gens venant de pays que les enfants, vous avez vu, ne savent pas toujours très bien situer sur une carte, mais aussi effectivement des fragments d'histoire. Alors, il y a l'histoire du Liban, de la Syrie, de la Palestine. Il y a des fragments d'histoire assez brèves et d'autres plus anciennes. Et puis il y a aussi le fait que l'histoire récente, eh bien, elle réactive, elle réarme ou au contraire, elle désarme des mots anciens. Et il m'est arrivé souvent de me poser la question de ce qu'on est lorsque voilà, nous vivons voilà, en France, ce pays-là, qui a, vous le rappelez, effectivement une histoire qui n'est pas que française. On ne peut pas évidemment parler toutes les langues. Mais plutôt que de se poser toujours la question de ce que c'est pour ceux qui sont arabophones, etc., on pourrait inversement se dire qu'est-ce que c'est qu'être français sans comprendre l'arabe. Ce qui est le cas de la plupart des Français. Enfin, quand même, ça fait longtemps que je me dis qu'une des manières, là, ça fait bien longtemps que la France n'a plus de politique arabe, mais elle pourrait au moins se payer une politique de l'arabe, de la langue arabe, et en particulier dans les écoles, et en faire justement, comme c'est magnifiquement dit ici, un usage civil. C'est une langue civile, c'est une invention de poète, vous le dites magnifiquement bien, et a si longtemps refusé de l'admettre, alors qu'on ne l'a pas toujours admis, alors qu'effectivement, je viens d'une institution, le Collège de France, qui a créé une chaire d'arabe au XVIe siècle. Qu'est-ce qui s'est passé dans notre pays pour que cette évidence poétique et littéraire de la dignité de la langue arabe ait été à ce point compromise? Alors qu'à l'inverse, lorsqu'on va à Berlin, par exemple, aujourd'hui, qui a aussi une grande tradition qu'on appelle orientaliste, ou de connaissance non seulement de la langue, mais de la civilisation de l'autre, et on voit comment la ville a été profondément transformée par l'accueil des réfugiés, y compris dans sa signalétique urbaine. On voit de l'arabe voilà, sur des affiches, essentiellement pour proposer effectivement aux réfugiés d'apprendre l'allemand. Mais aussi, ce faisant, ça réintègre une connaissance qui n'avait jamais complètement disparu sur le plan, je dirais, universitaire, mais qui était quand même en latence sur le plan civil, de la langue arabe. Et ça va dans les deux sens. C'est important que vous le rappeliez, mais là encore, c'est une politique. J'ai trouvé que votre film était éminemment politique de ce point de vue-là. Évidemment, il l'est par la résonance, par ce dont on vient de dire. C'est effectivement, voilà, il y a plusieurs fois vous nous faites entendre ce que c'est que la liberté, comment elle est opprimée. On voit le hors-champ. C'est vrai que, voilà, le FaceTime, enfin, je ne sais pas ce que c'est techniquement, mais avec le Skype, avec... il est en Syrie, j'imagine, à ce moment-là. Non, il est en Allemagne. Il est en Allemagne, oui, c'est vrai, il est en Allemagne. Il prend des cours d'allemand. Il prend des cours d'allemand, voilà. Bon, il y a quelque chose, effectivement, de tout à fait... oui, il est en Allemagne, bien sûr. D'assez poignant. Et ça, c'est quelque chose... c'est une politique, ça veut dire que ça se... faut en prendre soin. Là, je reviens du Maroc. J'ai eu la chance d'accompagner la traduction en arabe de ma leçon inaugurale. Ça fait quelque chose, c'est très touchant aussi de se voir traduit dans une langue
non seulement qu'on ne connaît pas, mais dans laquelle on n'a pas vraiment de repères, y compris visuels, quand on n'est pas arabisant, une fois encore. Et donc j'ai fait une série de petites conférences, etc. Et on voit bien que dans tous les pays arabes, l'enjeu linguistique est devenu absolument déterminant. C'était à Casablanca. Et les plus inquiets ou les plus critiques des intellectuels marocains craignent, au fond, que ne se déclenche dans leur pays une guerre des langues. Parce que le français est la langue des élites. Lorsque vous allez au lycée Casablanca, vous voyez voilà, de la très grande bourgeoisie marocaine qui parle un français que très honnêtement, moi j'ai jamais entendu, et même pas à Louis le Grand, mais qui est une langue qui les rend complètement étrangers dans leur pays, dont ils ne parlent pas la langue. Mais pas du tout. Pour eux, au fond, l'arabe est une langue qui est comme celle des colons. C'est-à-dire une langue de rue pour brusquer, pour ordonner et pour injurier. Voilà. Et l'idée qu'il y ait une poésie arabe, par exemple, alors il parle de Baudelaire comme j'ai jamais entendu. Et ça, c'est intéressant. Mais en même temps, lorsque je leur dis, moi j'étais au lycée Lyotel, je leur dis, mais vous avez une chance incroyable. Vous pouvez être bilingue, mais là, maintenant, le boulot, ça serait plutôt d'apprendre l'arabe. L'arabe littéraire, parce qu'apparemment, ça ne vous intéresse pas. Et ça ne les intéresse pas. De toute façon, ensuite, après, ils partiront au pire en France s'ils ratent leur coup, mais ils visent plutôt, évidemment, l'Angleterre ou les États-Unis. Bon. Voilà, ça m'y fait penser aussi parce que c'est pas simplement un discours culpabilisant sur les insuffisances des politiques linguistiques en France, c'est un petit peu partout, parce que partout, au fond, ce qui est en jeu, c'est ce que voilà, nous avons appris que désignait Charabia. Ce qui est en jeu, c'est au fond la défense d'une, je ne peux pas dire autrement que d'une langue civile. Voilà. De civilité, de civilisation, et donc de politique, au sens où c'est celle qui effectivement relie. Alors, nous, on avait un petit atout pour le film, c'est que le texte Kalila Wadimna, c'est un des grands textes de la littérature arabe qui n'a aucun référent religieux. Oui. Et donc, ça nous a permis de tout de suite éviter tout le débat autour de la suspicion dont souffre la langue arabe. Et il y a quelque chose de particulier à la poésie de Fadi Jomar, justement, c'est que lui, il écrit en syrien. Alors qu'habituellement, traditionnellement, on écrit la poésie en arabe classique. Donc le syrien, enfin, comme le marocain, il y a des formes plus ou moins soutenues et plus ou moins familières, mais ce serait plutôt l'équivalent de la différence entre la langue vernaculaire et, par exemple, le latin, à l'époque dont vous vous occupez. Et du coup, je voulais vous demander, un poète qui s'exile et qui réécrit un miroir au prince pour parler de son époque, qu'est-ce que ça vous inspire par rapport à vos propres réflexions ? Ça m'inspire le fait que de toute façon, comme vous le dites, justement, on le voit bien dans le film, il y a aussi non seulement plusieurs niveaux de langue, mais plusieurs langues. Et qu'il réécrit en langue vernaculaire. Et qu'il écrit en langue vernaculaire. Au fond, Dante, puisque c'est sans doute de lui dont il s'agit, qui fut aussi, soit directement, soit indirectement, poète exilé, inventant une langue poétique neuve et proprement fracassante pour faire de son nom propre, Dante, un reproche public à ceux qui l'avaient banni de sa ville, et ce qu'on appelle la comédie.
puis plus tard la Divine Comédie, mais lui il appelait simplement la comédie, c'est une sorte de longue chaîne de vitupération, c'est-à-dire de vengeance. Voilà. Il y a aussi ça qu'on sent bien avec l'adresse à la toute fin. C'est que toute littérature digne de ce nom est un arsenal de vengeance. Si on écrit quand même, c'est pour armer quelque chose de vindicatif, pour se venger de la méchanceté du monde. Alors Dante a voulu faire ça, et il l'a plus que voulu, il l'a fait, et il l'a fait en inventant une langue. Qui n'est... Alors parce que, au fond, on dit classiquement, il y a voilà, des langues savantes et des langues vernaculaires. Mais en fait, il y a 3 niveaux au Moyen-Âge. Il y a les langues référentielles, donc effectivement, le latin et l'arabe sont en miroir. Ce sont des langues de savoir, qui sont des langues de grammaticalisation, mais qui ne sont, à un moment donné, parlées par personne. Et puis, il y a les langues véhiculaires, c'est-à-dire celles qui circulent, et entre, il y a la langue vernaculaire. Et on a la même chose en arabe. Il y a effectivement une langue classique, il y a une langue de rue, et puis il y a ces langues littéraires qui viennent s'intercaler, comme le syrien par exemple. Et c'est ça qu'a inventé Dante. Dante a inventé ce qu'il appelait un vulgaire illustre. Voilà. Or, ce que vous donnez à entendre, c'est un vulgaire illustre. Voilà. Un vulgaire illustre, ça veut dire effectivement une langue de tout le monde, mais qui est rehaussée. Voilà, c'est-à-dire, si on apprend à des enfants, on va à un moment donné, on ne va pas les humilier, etc., ils viennent comme ils veulent, mais on va faire comme le metteur en scène dit 4 jours avant la représentation, c'est pas mal, mais on n'y est pas, quoi. On n'y est pas. Il faut que chacun, quand même, se rehausse. Voilà. Et quand on y pense, on y réfléchit, au fond, c'est très précieux politiquement de se dire qu'entre une langue référentielle inatteignable et la langue de la rue, il y a un vulgaire illustre. Et que le travail de l'école, c'est pas sans doute pas d'humilier des élèves avec une langue référentielle, mais ce n'est pas non plus de les enfermer dans une langue de rue. C'est de les faire accéder à cet espace intermédiaire qui circule, qui parle des deux côtés du vulgaire illustre. Ce qui est une autre manière, me semble-t-il, de dire un projet, alors là pour le coup, on n'a pas articulé le mot, mais c'est de ça dont il s'agit, démocratique. Justement, pour rebondir aussi là-dessus, il y avait l'idée dans ce que dit Fadi Jomard, donc le poète, si vous volez les yeux de la parole, même si vous volez les yeux de la parole, les chants continuent d'habiter nos veillées. Il y a l'idée que, donc dans une adresse à son dictateur, il y a l'idée que celui-ci travestit le langage, c'est-à-dire qu'il dit la paix, mais en fait il pense la guerre, il dit la démocratie, mais en fait il pense la dictature. Et il y a quelque chose peut-être d'essayer de conjurer ce mal, ce travestissement du langage en réaffirmant, même si vous mentez, quand on est entre nous et qu'on se parle et qu'on se rappelle ensemble les mots, le sens des mots nous revient. Oui, il nous revient toujours, et c'est sans doute pour ça que le film, si je le comprends bien, commence par des masques. Parce que c'est une des manières les plus anciennes, les plus universelles aussi, sans doute, de, non pas jouer, mais de déjouer le pouvoir. C'est-à-dire que le théâtre grec, par exemple, naît au moment
où il s'agit de défendre la liberté contre, justement, des tyrans qui veulent l'attaquer. Et donc, le jeu des masques, voilà, vous le dites très bien, il y a des lions, moi ça me fait penser aussi à Machiavel, le prince qui est tantôt renard et tantôt lion, et qui travestit l'usage des mots, voilà, moi ce sont des choses sur lesquelles je travaille, qui me touchent, qui ne sont pas sans rapport avec justement cette culture méditerranéenne. J'ai tenté même faire une sorte d'histoire croisée ou comparée entre Machiavel et Ibn Khaldun, qui sont deux penseurs de l'histoire et qui aussi s'intéressent à cette capacité, cet usage politique du mensonge. Au fond, il n'y a qu'une seule... il n'y a qu'un crime en politique, c'est de prendre un mot pour un autre. Après, il y en a d'autres qui sont bien plus sanglants et qui en procèdent. Mais ils en procèdent. C'est-à-dire que le crime principiel, le principe de tout usage criminel du pouvoir, c'est de prendre un mot pour un autre. Après, une fois qu'on a réussi à convaincre que, comme vous dites, lorsqu'on dit paix, on pense à la guerre, et que, voilà, c'est cet usage criminel, au fond, de la banalisation. C'est pour ça que dire liberté en riant. Voilà. Bon, il y a un livre absolument terrifiant là-dessus qu'il faut toujours lire et relire. C'est le livre de Victor Klemperer sur la langue du Troisième Reich. C'est un philologue qui vit sous le nazisme et qui comprend en réalité que le nazisme n'est rien d'autre que la lente et sourde et insidieuse imposition d'un ordre dans le langage. Et alors, il fait ce journal qui est un journal de résistance où il va... en fait, prendre au vol, comme des papillons mauvais, et les épingler dans son journal, tous les mots qui volettent et qui changent de sens. Et il décrit, au fond, la puissance de la propagande, non pas par des grands discours enflammés, mais par la capacité à retourner les mots comme des gants. Folkisch. Que, effectivement, un mot aussi beau que, voilà... folk, que le peuple en allemand populaire devienne l'emblème du nazisme, ou que, à l'inverse, un mot aussi évidemment laid que fanatique devienne non pas péjoratif mais amélioratif. C'est quand même très surprenant. Et ça, on le voit à l'œuvre dans votre film. Oui, vous avez raison de le rappeler. C'est une histoire de mots et de mots qui s'usent ou qui se réactivent, quoi. Et, en fait, moi, quand j'ai commencé à faire le montage, moi je suis monteur de film, je me disais finalement, c'est un vœu pieux que fait le poète à ce moment-là. Et je me disais, enfin, j'ai compris en fait au fur et à mesure du travail qu'en fait pour lui c'était une sorte d'invocation en fait, presque de formule magique qui se répétait à lui-même. Il espère par la parole, par le dire, que justement ça reste. C'est-à-dire que ces vers qu'il écrit fassent partie de ces paroles, de ces chants dont il parle, qui réactivent la mémoire. Et du coup, c'est pour ça qu'on a ouvert le film aussi avec les vers sous les rires, derrière les visages, dans le bonheur, il y a des larmes, parce qu'il y avait une dimension un peu d'invocation dans cette formule qu'on a fait revenir dans le film. Oui, je comprends. Et c'est vrai que évidemment, avant de voir le film, je ne savais pas ce que voulait dire les yeux de la parole. Alors, je pouvais toujours rêver, mais voilà, donc là, je comprends mieux. Et en même temps, pas tout à fait non plus. Ça reste quand même un peu mystérieux.
Mais entre-temps, j'ai appris que effectivement, il y a cette expression l'œil de la source, qui est aussi une expression arabe. Je ne connais pas le mot, mais en fait c'est le même mot. Regardez et... Oui. En fait, la lettre Aïn, voilà. je prononce très mal, veut dire la source et l'œil. Et donc il y a la dimension par rapport à la larme. Donc il y a toute une richesse de sens qui se déploie à partir de ça, qui est utilisée non seulement au niveau du sens écrit, mais aussi graphiquement, dans la calligraphie, parce que c'est une lettre qu'on peut faire ressembler à un œil. Oui. Et disons que, oui, moi, les yeux de la parole, je finis par penser que finalement, c'était ce que les mots veulent dire. C'est leur sens. Oui. Même si on aurait pu le traduire par la prunelle des paroles, mais ça aurait été un peu désuet. Mais il y a aussi une dimension dans ce sens-là. Mais moi, j'en suis arrivé à ça par rapport à la dernière phrase. Même si vous volez les yeux de la parole, nos chants continuent d'habiter l'éveillé, c'est-à-dire ce que les mots veulent dire, leur sens. Ne volez pas le sens de nos mots. Oui, et la question des mots volés, dérobés, c'est aussi évidemment, il me semble, une des hantises, du texte et du film que vous en avez tiré, avec, encore une fois, c'est important de le rappeler, le fait que, oui, c'est un texte qui est, alors, ce sont des dans la culture arabe, ce sont des catégories qui ne s'y appliquent qu'imparfaitement, mais enfin, on peut dire quand même entièrement laïque. Voilà, ou en tout cas profane. Plus précisément profane, c'est-à-dire qu'il n'a aucune prise, qui ne laisse aucune prise à une interprétation sacrée. Voilà. Ce qui n'est pas le cas de toute la poésie, y compris la poésie amoureuse. Voilà. Parce que la grande érotique arabe, bon, elle est susceptible, comme d'ailleurs l'érotique occidentale, et latine, elle est susceptible effectivement d'une interprétation religieuse. Et là, à ma connaissance, c'est pas le cas, enfin, c'est jamais le cas. C'est vraiment une sorte de corpus réservé. Oui, après, pour revenir sur le Khalil Awadimna, en fait, c'est déjà une réécriture, Khalil Awadimna. Ouais. C'est une réécriture d'un texte indien du IIIe siècle qui s'appelle le Panchatrata, quelque chose comme ça, je ne me rappelle plus très bien, qui a été écrit au IIIe siècle en Inde. Et donc, l'auteur de Khalil Awadimna, qui s'appelle Ibn al-Muqaffa, a réécrit déjà un miroir au prince indien pour parler de la situation politique qu'il vivait, lui, donc à Bagdad au 8e siècle, si je ne me trompe pas. Et c'était une manière, déjà pour lui, c'était déjà une réécriture d'un miroir au prince. Donc le Khalil Awadimna, l'opéra, plus notre film, ça fait une couche de réécriture et de... Voilà. C'est ça. Et puis, ça me fait penser aussi à ce que raconte un écrivain français comme Mathias Sénart, voilà, qui a écrit sur ce texte et qui a la chance pour lui d'être non seulement arabophone, mais persophone. Voilà, parce qu'il y a aussi ça. C'est-à-dire que on le voit bien lorsque là, il y a le parcours du texte. Ça passe aussi par cette autre grande langue de culture. Et ça, qui est le persan. Et ça, c'est évidemment quelque chose dont on ne se fait ici qu'une idée très atténuée. Bien sûr, alors pour expliciter un peu l'histoire de Khalil Awadimna, Ibn al-Muqaffa était un auteur perse, mais il écrivait en langue arabe. C'est ça. Et
le message un des messages qu'il voulait faire passer à son tyran à lui, c'était qu'il arrête d'oppresser les populations perses qui étaient sous domination du califat. Et il a eu aussi une fin tragique, puisqu'il a été... déjà, il s'appelait Al-Mukafa, ça veut dire l'amputé, parce que son père avait eu les mains coupées en punition de je ne sais plus quoi, et lui-même a fini supplicié et tué pour ses écrits. Alors il faut dire aussi que toute cette littérature, disons, politique arabe, elle a été très longtemps méconnue ou sous-estimée, alors que vous parliez de Miroir au prince, et vous avez raison, historiquement, au fond, il y a pour le coup un effet de miroir ou de reflet entre la littérature, disons, latine et la littérature arabe, du point de vue de la prescription politique, du point de vue, voilà, de la morale, en fait. On peut même dire qu'une bonne partie de la narrativité des histoires exemplaires qu'on raconte dans la chrétienté latine vient de l'adab arabe. Donc voilà, ça c'est quelque chose qui fait aussi partie de la politique, je dirais d'une politique en France, si on veut revenir, d'une politique civile. Et c'est très important. Mais quand même, je veux dire, là encore une fois, il y a des points d'accroche ou de refus qui sont désespérants en France, notamment, je pense, du point de vue de la connaissance de la langue arabe. Enfin, c'est ridicule. C'est penser qu'il y a, je sais pas, au CAPES, moins de postes en arabe qu'en occitan. Enfin, c'est délirant. J'ai rien contre l'occitan, mais franchement... mais inversement, par exemple, voilà, pardon, j'ai juste parlé boutique une minute, je suis historien universitaire, on a des concours d'enseignement, de recrutement dans l'enseignement secondaire, de CAPES, d'agrégation. Là, à l'agrégation, on a donné il y a quelques années un programme qui s'appelait « Gouverner en terre d'islam », où on parlait de tout ça, de toute cette littérature-là. Et c'était pour mes collègues et amis historiens du Proche-Orient une grande victoire que de faire comprendre que si on peut voilà, donner à des étudiants à comprendre l'histoire du Proche-Orient médiéval, mais pas toujours, mais pas systématiquement sous l'angle religieux, qui avait aussi un trésor d'expérience politique. Ah, évidemment, c'est une politique qui voilà, s'articule avec la théologie politique, mais comme chez nous au même moment, je parle du Moyen-Âge. Hein. Mais voilà, il y a eu un programme pendant des années, voilà, si vous avez des enfants, et ben, à un moment donné, ils vont avoir comme prof des gens qui auront travaillé 1 an, 2 ans en histoire médiévale sur cette question, pas simplement l'islam, mais une conception politique de l'islam médiéval. Et c'est important, ça produit c'est un ferment. Voilà. Au début, c'est rien, mais c'est un ferment. Il suffit de le laisser germer. Et voilà pourquoi, voilà, je vous remercie simplement, parce que je trouve que votre film, il est encourageant. Et on a besoin de ça, quoi. C'est-à-dire que vous nous aidez à voir quelque chose chez nous, en tant que chez nous est tissé de plein d'histoires qui viennent de loin, soit d'autres pays, soit d'autres temps que le nôtre. Et alors, ce qui se passe chez nous n'est pas désespérant. Enfin, c'est comme ça que j'ai entendu. Et c'est pour ça que je vous remercie. Voilà, je trouve que c'est encourageant. Bah, merci à vous. C'est un film aussi pour conjurer la peur. Merci beaucoup.